Bonsoir à tous. Je suis ravie d'accueillir en direct de la librairie L'Instant Valentin Spitz pour son livre Un fils sans mémoire qui est paru chez Stock et la rencontre sera animée par Paolo Queiroz, qui est un habitué des lieux, c'est pas sa première rencontre. Donc on a prévu une demi-heure, 40 minutes de discussion. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions, et je les relayerai à nos invités. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et je suis ravie que vous soyez là en vrai. Nous aussi. Et que ce ne soit pas une rencontre purement virtuelle. Donc, bienvenue. Et donc, je vous laisse la parole. Bien. Bonsoir à tous. Alors, pour démarrer, je vais commencer peut-être pour lire une citation du prologue. Comme ça nous met d'emblée dans le bain. L'histoire aurait dû s'écrire ainsi. Ce serait mon éternité, mon destin. Un fils sans mémoire, errant au fil de ses angoisses. Père manquant, fils manqué. C'était sans compter les mots, l'écriture, le langage, bois des humains, qui construit et rassemble les êtres séparés, permet parfois l'amour. Voilà. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. J'ai été très content lorsque Sandrine m'a proposé cette rencontre, parce que déjà depuis un certain temps, j'avais envie d'échanger avec vous. Et je dois vous avouer que ce livre concernant la paternité, on va en parler, m'a touché personnellement de façon très intime. Je ne vais pas vous livrer les raisons pour lesquelles cet ouvrage m'a touché, mais je vous en félicite et je suis vraiment content de concrétiser cette rencontre avec vous. Merci, et moi aussi, et très touché par ce que vous venez de dire, parce qu'évidemment, si l'écriture n'était qu'un acte égocentrique qui n'intéressait que nous, ce serait pas très intéressant. Et quand j'entends que ça a pu toucher finalement votre histoire et faire un miroir, ou en tout cas parler avec la vôtre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc merci. Alors ce soir vous êtes ici, donc notre invité. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir à la librairie L'Instant. Très belle librairie, vraiment. Je remercie Sandrine, on se connaît depuis 3 ans, et dès que je suis venu pour la première fois aussi pour une rencontre, j'ai eu comme vous le coup de foudre. Je trouve cet endroit très chaleureux, très accueillant, et c'est devenu, comme disait Sandrine, ou quelqu'un lui a dit, la petite lumière du quartier. Ouais. C'est très joli. Donc vous êtes là pour parler de votre dernier ouvrage, Un fils sans mémoire. Mais avant d'aborder un petit peu le sujet de cet ouvrage, j'avais envie de savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement avec ce qui nous arrive à tous, cette crise sanitaire, ce nouveau vocabulaire, gestes barrières, vaccins, etc. Comment vous vivez tout ça ? Alors moi je le vis difficilement. Je trouve qu'on a très peu d'espace de régénération. Voilà, on peut pas aller au musée, on peut pas aller au café. Moi j'adore sortir avec un livre, un journal, un carnet, m'installer à une terrasse, avoir cette liberté-là. Donc évidemment toute cette privation de liberté, je la trouve difficile à vivre. Après, je trouve aussi que ça nous force à nous réinventer, à peut-être trouver des ressources en nous qu'on ne pensait pas avoir. Et alors moi j'ai quelque chose qui m'aide peut-être un peu plus que les autres, c'est le fait que cette année a coïncidé en fait très précisément avec le moment où je suis devenu père. Et donc évidemment devenir père, tous les parents le savent, ça fait évidemment de très très gros changements dans votre vie. Donc d'une certaine manière, depuis la naissance de ma fille il y a 1 an, j'ai été comme déconfiné naturellement, puisque voilà, c'est plein de nouveautés, c'est plein de choses à apprendre, c'est passionnant aussi. Malgré tout, évidemment, ça suffit pas. Et c'est vrai que quand on écrit, comme moi, j'ai besoin comme dirait Gide, quoi, de nourriture terrestre. J'ai besoin Alors, Dieu merci,
les librairies ont rouvert. Là, ça a été pour moi vraiment essentiel. Voilà, la meilleure nouvelle de l'année. C'est vrai que depuis que les librairies sont rouvertes, c'est un tout petit peu plus facile parce que voilà, je peux sortir, aller acheter un livre, trouver de la nourriture justement pour mes futurs romans. Donc c'est un peu plus facile. Voilà, mais après, je suis comme tout le monde et j'étouffe, quoi. Voilà, il est temps qu'on puisse revivre, qu'on puisse remettre du désir dans tout ça, respirer. Mais c'est tout bête, hein, mais ne serait-ce que de pouvoir aller s'installer à une terrasse, boire un café, écouter le bruit du monde autour, les gens, les conversations, les serveurs, serveuses, enfin, de sentir la vie. Et là, on est dans une vie qui est une demi-vie, en fait. Et ça, on n'en peut plus. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de vous connaître via votre écriture, je sais que l'écriture a une place très importante dans votre existence. Vous êtes non seulement écrivain, vous êtes aussi journaliste, vous n'exercez plus en tant que journaliste, mais vous êtes journaliste. Vous êtes également psychothérapeute. Je sais que vous accueillez des familles, des parents et des adolescents et des enfants. Alors, dans le cadre de votre travail d'écriture, vous êtes romancier, vous êtes auteur déjà de 2 romans. Un qui a été consacré à Juliette de Saint-Tropez, me semble-t-il, c'est votre grand-mère, hein, c'est ça ? C'est inspiré d'elle, ouais. Voilà, c'est un ouvrage de 2018 publié également chez Stock. Et pour toujours, ce sera l'été chez Lattès en 2016. Par contre, j'ai été surpris de voir que vous avez consacré 2 ouvrages à 2 personnalités politiques, hein, Najat Vallaud-Belkacem, Une gazelle au pays des éléphants, et Montebourg, moi président. Alors, ma question est, qu'est-ce qui vous a intéressé chez ces 2 personnages politiques ? Pour être tout à fait franc, en fait, j'ai écrit ces livres-là parce que j'avais trop peur de publier des romans, quoi. Alors qu'en fait, j'avais envie de publier des romans. Mais c'était quelque part, j'allais dire, plus facile, parce que ce genre de livre-là, au contraire d'un roman où il faut effectivement produire un manuscrit, quand au départ, évidemment, on ne connaît personne, courir les éditeurs qui vous renvoient des livres types, des lettres types de refus. Depuis l'âge de 18 ans, moi j'envoie des manuscrits et j'avais eu beaucoup aussi de lettres de refus, mais qui n'étaient même pas, et ça c'est terrible pour les jeunes auteurs, mais des lettres qui permettent d'avancer, parce qu'en fait on vous dit rien, hein, c'est des lettres types, le manuscrit en général n'a pas été lu. Et étant devenu journaliste finalement, et à l'époque je faisais aussi de la radio, je crois sur Europe 1 ou RTL, mais j'animais, j'avais aussi créé une émission de radio qui s'appelait Le Gros Squat, qui était sur une petite radio FM à Paris, et qui avait pour particularité de créer une rencontre entre un groupe de rock et une personnalité politique. Voilà, c'était un truc de jeunesse un peu foufou. Et un jour, étant donné qu'évidemment c'était plus facile d'inviter les jeunes personnalités politiques, puisque vous vous doutez bien que Nicolas Sarkozy n'allait pas venir, et donc j'avais invité Najat Vallaud-Belkacem en l'occurrence. Et comme j'avais très envie de publier, mais que j'avais trop peur en fait de publier mes romans, j'étais pas assez fort pour le faire, que voilà, je me suis dit bah tiens, c'est quand même plus simple pour les personnalités politiques, il suffit d'apporter un synopsis à un éditeur qui peut éventuellement vous signer là-dessus. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, avec Véronique Bernem qui était la personne avec qui je faisais une émission de radio. On a eu envie de faire ce premier livre sur Najat Vallaud-Belkacem ensemble, on a trouvé un éditeur, on l'a écrit. Il a été publié, et le fait de publier, même si c'était pas ce que je voulais publier, m'a donné un peu plus de confiance et m'a aidé. Et puis de fil en aiguille, comme j'ai eu quelques retours sympathiques, une autre personne m'a proposé de faire un livre sur Arnaud Montebourg, et du coup j'y suis allé, et il est sorti aussi. Et quelque part ces 2 livres-là, alors après ça m'a intéressé, hein, c'est-à-dire c'est des personnages évidemment, hein, des personnages de romans, ces personnalités politiques-là. Mais c'était pas vraiment ça, je le sentais bien. Et ça m'a donné de la force en tout cas pour aller au bout et vraiment trouver une éditrice en l'occurrence, Caroline Laurent, et commencer à publier des romans. Alors je sais que avant Un fils sans mémoire, vous avez écrit Des hommes qui fuient, me semble-t-il. Alors votre éditrice Caroline Laurent a joué un rôle important
dans la réalisation de cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu? Bien sûr. Alors, je pense que Caroline Laurent, depuis le début, depuis notre rencontre et pour toujours ce sera été, elle sent et elle sait, et en plus entre-temps on est aussi devenus amis, à quel point ce sujet de la paternité, de qu'est-ce que c'est qu'un père, du transgénérationnel, de ce qui se transmet, de ce qui se transmet pas, de l'abandon du film, elle sait, elle sent à quel point c'est important pour moi. Et pour toujours ce sera l'été parlait de ça, mais c'était un pur roman. Juliette de Saint-Tropez, même si c'est inspiré de ma grand-mère et que c'est plutôt l'histoire d'une famille matriarcale, il y a quand même toute cette question justement de l'absence des hommes et du pourquoi de l'absence des hommes. Et une fois que j'ai eu publié ces deux livres-là, j'ai dit à Caroline que là, je voulais vraiment écrire un livre complètement, uniquement sur ce sujet-là, qui serait moins romancé, qui serait plus réel, etc. Et donc je me suis lancé dans une grande épopée, mais en même temps, je n'assumais pas complètement encore de raconter cette histoire-là. Donc j'ai inventé une espèce d'histoire sur, je sais pas, 700 pages, 800 pages, complètement rocambolesque, qui commençait par quelque chose de totalement en plus irréel, qui était un jeune homme qui saute du haut de l'acropole, qui ne meurt pas mais qui tombe dans le coma, et à partir de là, on remonte tout le fil, et c'est sur 3 générations, c'était très compliqué, il y avait un père qui était animateur télé, un père qui ressemblait beaucoup en mien, enfin c'était... Mais c'était plein de couleurs, plein de rebondissements à la Marc Lévy, mais en raté, quoi. C'est-à-dire, moi je ne sais pas faire du Marc Lévy, malgré les critiques, c'est un art de faire du Marc Lévy, ce n'est pas le mien, je ne sais pas le faire. Ça se vend. Et ça se vend, et ne jugeons pas, c'est très bien. J'étais quand même très content de moi. Donc je lui ai envoyé. Et puis en fait, ce qui est bien avec les éditeurs, c'est qu'ils mettent toujours très longtemps à vous répondre. Donc il y a comme un temps de maturation. Donc les semaines passent, et de plus en plus, je sens que c'est peut-être pas si bien que ça, quoi. Et j'arrive au rendez-vous. Et là, en fait, elle me dit, mais vous êtes passé complètement à côté. Ah oui, carrément. Ah oui, passé complètement à côté, là. Ça ne fonctionne pas. Et d'une certaine manière, ça m'a beaucoup énervé. En même temps, j'étais d'accord avec elle et je le savais avant qu'elle me le dise. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, il est temps, quoi. C'est-à-dire maintenant, raconte cette histoire-là, raconte vraiment l'histoire. Bas les masques. À hauteur d'enfant, voilà, à hauteur d'enfant, bas les masques, sans fioriture, sans mentir. Raconte les choses telles que l'enfant que tu étais les a vécues, enlève les couvertures, les costumes d'enfant, toutes ces couleurs et écris. Voilà. Et tant que tu n'auras pas posé cette pierre-là, finalement, tu ne pourras pas écrire le reste. Et ça a été comme un électrochoc. Moi, je compare souvent d'ailleurs le travail, en tout cas de mon éditrice, peut-être d'autres éditeurs, mais un peu à celui d'un psychanalyste, finalement. Une bonne interprétation, d'être capable de sentir le temps psychique et de pouvoir dire au bon moment ce qu'il faut dire. Et je pense que c'était vraiment exactement le bon moment pour me le dire. Et alors du coup, ça a fait un tsunami en moi, et en fait, j'ai écrit ce livre en un mois. En un mois, je l'ai écrit et je l'ai envoyé, et elle a été bouleversée par le livre, et après on a retravaillé, mais voilà, ça s'est fait vraiment comme ça, une très longue maturation, et en fait, le sprint final du trait. Donc l'écriture, par nécessité finalement, c'est une écriture sans fioriture, comme vous dites. Alors oui, et c'est d'autant plus vrai que pour moi, l'écriture, en fait, très vite, peut-être même dès l'enfance, mais bon, de manière très disciplinée, on va dire plutôt vers 16-17 ans, c'est devenu pour moi la moitié qui manquait à ma vie, en fait, une structure très forte, avec de la discipline, avec du temps de travail tous les matins, des buts. C'est devenu vraiment une manière de combler ce qui manquait et d'avoir un cadre. Voilà. Donc c'est presque aussi important que de respirer ou de boire. Ça a été ça, c'est toujours ça. Alors, pour ceux qui nous regardent et doivent se demander, mais de quoi parle ce livre? Quel est le sujet de ce livre? Alors, ce livre raconte l'histoire d'un enfant qui, pendant un certain nombre d'années, a vécu sans la présence de son père. Et ce père est quelqu'un de très célèbre. À une époque, c'est quelqu'un qui était très célèbre. C'est un médecin pédiatre qui animait des émissions
à la radio, il s'adressait à des jeunes, des adolescents. C'était un ton très libre pour l'époque. J'ai moi-même eu l'occasion d'écouter certaines de ces émissions. J'entendais Doc et tout ça, Guy Foul, c'est vraiment très animé. Et donc cet enfant, et c'est ça que j'ai été particulièrement touché, c'est que c'est l'histoire de cet enfant en quête de ce père. Alors je me demande à partir de quel moment ce père est devenu une nécessité pour cet enfant. Est-ce à partir du moment où il le voyait s'adressant à d'autres et il s'est senti un petit peu dépossédé? À quel moment? Parce que moi je me suis dit, on peut vivre sans son père, on peut porter le nom de sa maman et être heureux. Mais dans votre livre, le personnage, le narrateur en tout cas, il a besoin de ce père, plus qu'un besoin, c'est une vraie nécessité. Alors peut-être que au fond il y a toute une partie de son enfance où le manque n'est pas vraiment là. C'est peut-être ce que vous décrivez au début, c'est-à-dire qu'effectivement il vit dans un monde presque idéal avec sa mère, son grand frère. Et on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il y ait vraiment le manque de ce père. Non, je crois que ce qui Le grand frère, excusez-moi, est-ce que c'est le fils du même père? Non. C'est le fils de la maman. De la mère. D'accord. Premier qui mari. s'est occupé de vous. Voilà, exactement. Donc il y a eu aussi, on en reparlera peut-être, mais qu'il y a eu une importance très grande. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'au début, au fond, le manque n'est pas tellement là. Non, je crois que ce qui crée vraiment le manque, c'est tout d'un coup la célébrité très forte de ce père, qui devient un personnage public. Et c'est quand même pas rien pour cet enfant-là, parce que c'est pas un personnage public, parce qu'il est acteur, parce qu'il est, je dis n'importe quoi, homme politique, mais parce qu'il anime une émission de libre antenne qui justement vise à aider les jeunes en détresse, à problème, qui souffrent, qui est une émission dans laquelle il va revêtir finalement le costume d'un père idéal, qui soutient la jeunesse, qui va devenir à un moment même un phénomène de société. Hein. Et je crois que c'est à ce moment-là que le manque explose, parce que il y a pour cet enfant-là quelque chose de profondément incompréhensible, qui est, voilà, comment expliquer que mon père ne s'occupe pas de moi, ne soit pas là, ne s'intéresse pas à moi, quand il est, aux yeux de tous, vu comme l'homme idéal, le père idéal, qui a toujours les bons mots, voilà, et d'autant plus qu'il peut l'écouter. Et il le fait, malgré l'interdiction familiale, puisqu'à l'époque il était très jeune, et dans cette émission-là, il était beaucoup de questions de sujets autour de la sexualité, de la drogue, de tous ces sujets-là. Donc, mais il est confronté à ça, et quand bien même l'interdiction fonctionnerait, ce qui n'est pas le cas, et ce qu'il arrive à l'écouter, de toute façon tout le monde lui en parle à l'école, tout le monde en parle partout, et donc il ne peut pas y échapper, et quand il l'entend à la radio, il est vraiment confronté à ce personnage, qui est un personnage, comme le sont en fait tous les personnages publics, c'est-à-dire un personnage parfait. Pourquoi est-ce que les personnages publics sont parfaits? Parce que, au fond, ils peuvent toujours choisir l'image qu'ils donnent, hein. C'est-à-dire ils sont filmés, ils donnent des interviews, et évidemment que sur une émission de radio de 2 heures tous les soirs, on peut donner notre meilleur visage, et on ne vous voit pas dans votre salle de bain quand vous êtes déprimé, ou quand il faut faire passer l'aspirateur, quoi. Alors j'ai eu aussi le sentiment qu'en écrivant ce livre, vous ne cherchez pas uniquement à parler de cette enfance, de raconter l'histoire de cet enfant. J'ai l'impression que au-delà de l'expression de cette douleur que cet enfant a pu ressentir de l'absence de ce père, vous cherchez aussi à partager une expérience universelle. C'est pour ça que ce livre peut toucher beaucoup de personnes qui le liront. Moi aussi, comme je vous ai dit, j'ai été intimement touché par cette histoire. Et vous cherchez aussi à reconnaître dans l'autre, chercher le sens que cette paternité peut avoir pour chacun. Alors, j'ai une autre question. Vous savez qu'en tant que psychothérapeute, on pense aussi à la
place que la mère fait au discours du père. Donc vous ne parlez pas beaucoup. Je sais que Christian Espitz, lors d'une émission à la télévision, il a dit « Je préfère ne jamais porter de jugement, ne jamais faire des commentaires sur la mère de mes enfants. » Quel type de propos, quelle image vous receviez de ce père absent? Qu'est-ce qu'on disait de lui? En tout cas, je peux vous répondre sur ce que j'ai écrit. C'était une image très bonne, j'allais dire presque idéale. C'est une mère qui ne dit pas de mal de ce père-là, finalement. Et en même temps, il y a un aspect négatif à ça, c'est que d'une certaine manière, pour l'enfant, ça crée une image parfaite de ce père-là qui est écrasante pour ce père-là, parce que forcément, le jour où la rencontre réelle advient, il est extrêmement décevant et il ne correspond pas à ce que la mère a pu en dire, et c'est encore plus accentué par le personnage public. Donc il y a quelque chose d'une rencontre impossible qui ne peut pas se faire, aussi à cause de ça. C'est-à-dire d'une certaine manière, qu'est-ce qui se serait passé si la mère avait dit la vérité? Voilà. Moi j'ai tendance à penser que c'est toujours mieux de dire la vérité aux enfants, même si elle paraît douloureuse au départ, mais je pense que c'est plus structurant d'une certaine manière, la vérité. Or là, c'est un enfant qui n'a pas accès à cette vérité-là, puisqu'il a accès plutôt à un roman familial, quoi. C'est-à-dire cette mère qui lui raconte cette histoire-là, et puis le jour où il rencontre son père, ça n'a absolument rien à voir. D'autant plus, et vous parliez justement de l'intime à l'universel, et moi c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre-là. J'ai eu des livres, des films, des personnes qui ont beaucoup compté pour moi dans les moments difficiles, et je me suis souvent dit que j'avais envie que ce livre puisse être une pierre aussi pour peut-être des enfants qui vivent ces situations-là, des petits-enfants, des grands-enfants, des enfants qui sont toujours des enfants même s'ils sont adultes, et de leur montrer que quelque part il y a peut-être un chemin possible, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent ces situations-là. C'est aussi ça, cette histoire, ce livre, c'est le conflit de loyauté, quoi. C'est aussi pour ça que c'est si difficile, la relation de cet enfant avec ce père, et qu'elle met beaucoup de temps à se faire. C'est qu'il se retrouve otage, au fond, d'un couple qui n'a jamais réglé ses problèmes. Et donc l'enfant devient l'objet de ce couple-là. Et il finit par se dire que c'est de sa faute. Donc moi j'ai aussi écrit ça pour tous les enfants qui vivent ça, pour leur dire, ça n'est pas de votre faute en fait. C'est quelque chose qui concerne vos deux parents, qui pour le coup là n'arrivent pas à être adultes et à régler leurs histoires et à être simplement des parents. Et voilà, j'ai aussi fait ça pour ça, pour les déculpabiliser, pour les aider. Et si universalité il doit y avoir, j'espère que ça sera un des aspects. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette lecture, c'est que venant de la part de quelqu'un qui est psychothérapeute, vous auriez pu éventuellement faire quelque chose de très pédagogique. Et là où je vous trouve courageux, c'est que très peu de psys se livrent intimement. Et là, à partir d'une écriture romancée, autobiographique, vous nous faites sentir, vraiment on voit l'enfant et sa tentative de faire exister ce père, non seulement de le faire exister, mais j'ai eu aussi le sentiment que vous vouliez le sauver à tout prix pour que vous puissiez aussi vous construire. Et lorsque vous nous relatez par exemple la démarche que vous avez effectuée pour obtenir le patronyme, est-ce que vous pourriez nous raconter, vous rencontrez une avocate, etc. Comment ça se déroule cette procédure? Effectivement, c'est un des points de départ du livre, c'est que à la faveur de démarches administratives que je dois faire pour un mariage, des diplômes et une naissance, en fait, je découvre que le nom finalement Spitz que j'utilise depuis longtemps pour mes livres, pour tout ce qui est un peu public finalement. Vous portiez déjà le nom? Je l'utilisais. Oui. Je l'utilisais. Mais je me rends compte qu'en fait, pour l'État français et l'administration, je ne le porte pas. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un enfant, je ne vais pas porter ce nom. Sur mes diplômes, je réalise en fait qu'il n'y a jamais eu ce nom-là et que c'est toujours l'autre.
sur mes papiers d'identité, je réalise aussi qu'il n'est pas inscrit, en gros, que je l'utilise comme tel ou tel pourrait utiliser un nom de scène, vous voyez, comme je sais pas, Johnny Hallyday, quoi, vous voyez. Vous portiez le nom de votre mère. Officiellement, oui. Officiellement. C'est quelque chose que d'une certaine manière j'ignorais. Donc réalisant ça, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et en fait je n'avais pas envie de transmettre le premier nom que j'avais, pour d'autres raisons que j'ai un peu racontées justement dans Juliette de Saint-Tropez, qui est que de l'autre côté, pour le coup, c'est même pas une absence, les pères, c'est un vide, c'est-à-dire qu'on sait même pas, voilà, on ne sait même pas où il est, c'est-à-dire il n'y a rien du tout. Et donc l'histoire, au moins il y avait quelque chose à écrire, enfin voilà, quelque chose d'un peu moins brouillardeux de ce côté-là, et puis c'est mon père, donc pour moi c'était important d'avoir le droit de porter ce nom-là aussi, et donc à partir de là, j'ai commencé à chercher, j'ai pensé que c'était simple, et en fait je me suis rendu compte que c'était extrêmement compliqué, qu'il fallait effectivement trouver une avocate, rencontrer une avocate, tout ce que je raconte dans le livre, quoi, faire un dossier, je pourrais presque appeler ça un dossier de preuve, quoi, comme dans une enquête, quoi, c'est-à-dire prouver depuis le plus jeune âge, depuis la naissance, tous les moments où j'ai été associé à ce nom-là. Donc ça m'a obligé à replonger dans les dossiers judiciaires entre mes deux parents, ça m'a obligé à replonger dans toute la période de célébrité de mon père, chercher des articles de presse où j'aurais pu être mentionné, ou etc. Et effectivement, c'est un combat, j'allais dire, identitaire, qui est très marquant, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu ou eu besoin de peut-être d'écrire ce livre-là aussi, parce que je me suis rendu compte, on en revient à l'universalité, j'arrive pas à le dire. Universalité. L'universalité, Oui. qu'il y avait 8000 personnes, je crois, en France chaque année qui demandent à changer de nom. Oui. Ce qui est un chiffre quand même que je trouve énorme. Donc évidemment, mon âme de romancier s'est mis à imaginer qu'est-ce que c'était les histoires, pourquoi, comment et tout. Et voilà, j'ai eu envie aussi de raconter ça parce que je me suis trouvé assez seul paradoxalement au moment de vivre tout ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir accès à des gens qui avaient pu le vivre. Voilà, on attend beaucoup. C'est là aussi une attente, c'est très très long. L'administration est incroyablement longue. Vous relatez très bien toute cette procédure, la rencontre avec l'avocat, la prise de sang, la reconnaissance, les témoignages, les coupures de presse. Il fallait vraiment prouver que cette personne était votre père, alors qu'on part du principe que le père est toujours incertain. Hein, il y a cette phrase qui dit « le père est toujours incertain ». Donc moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est pourquoi pour cet enfant, avoir cette reconnaissance de cet homme, de ce père, était si fondamental pour lui. Parce que, après tout, vous auriez pu vous contenter de rester avec le nom de votre mère, et puis avoir aussi la reconnaissance de ce grand frère qui a occupé cette place paternelle pour vous. Pourquoi cet homme, Christian Espitz, pourquoi parce que j'ai l'impression que vous aviez besoin d'aller le chercher. Vous aviez besoin de cette confrontation. Vous relatez même à un moment donné un souvenir, vous ne savez pas très bien si c'est un souvenir, si c'est... Racontez-nous, c'est une émission de radio, la porte se ferme, vous étiez petit, vous aviez quel âge Je ne sais pas, parce que justement c'est parti d'un flash comme ça. Voilà, racontez-nous. Je ne sais absolument pas si c'est vrai au final. C'est une des premières scènes, c'est... je me retrouve avec lui à Fun Radio, à l'époque où son émission fait une grande audience, et puis c'est quelques minutes avant l'émission, et soudain quelqu'un se rend compte que la porte du studio a été fermée et qu'on n'a pas la clé, quoi, qu'il faut la clé pour l'ouvrir. Et donc l'émission est menacée de ne pas pouvoir émettre, et ils se rendent compte là tout d'un coup qu'il y a une petite interstice sous la porte où il y aurait peut-être la clé, et qu'en fait c'est qu'un enfant ou un nain, quoi, qui pourrait rentrer. Et là, il me dit, mais vas-y, machin. Et donc j'y vais, et je prends cette clé, grâce à moi, il peut faire cette émission-là. Mais là, on est dans le pur roman familial. Oui. C'est-à-dire vraiment, au fond, à part moi, personne ne s'en souvient vraiment. Et pourtant, d'une certaine manière, dans ma mémoire d'enfant, je suis absolument certain que c'est arrivé. Mais c'est là où, finalement, c'est intéressant de dire qu'on est quand même dans le roman.
parce que c'est un point de vue, c'est-à-dire c'est complètement subjectif, c'est pas la vérité, hein. Oui, c'est pas la vérité, mais c'est quand même l'expression d'un désir inconscient de sauver ce père qui était dans une situation embarrassante. Oui. Si c'était pas vous... Et ça renvoie sans doute à cet extrait que vous avez lu au début, qui se termine par « Ce livre raconte comment un fils est parvenu à aimer son père ». Oui. Et il y a dans la démarche littéraire, sans doute, quelque chose de cet ordre-là, qui est de passer de la position d'objet à celle de sujet. D'accord. Et donc d'écrire, d'être acteur, de prendre le contrôle. Et effectivement, je pense que dans l'histoire de cet enfant-là, il y a aller chercher ce père-là. Et donc être obligé d'être dans un rôle extrêmement actif, extrêmement présent. Et c'est aussi cette histoire-là. C'est comment cet enfant, cet ado, ce jeune homme va se débattre pour réussir finalement à créer un lien quand même. Alors, pour répondre, c'est lié à ce que vous avez dit avant, il y a quand même une part importante dans ce nom-là qui est celle du judaïsme, quand même, qui n'est pas présente dans l'autre nom. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, dans le fait de porter ce nom-là. On va y arriver. Ah bon, je vais trop vite alors. Oui. Mais en tout cas, voilà, après, pour terminer là-dessus, il y a vraiment ce côté recherche active, oui. Acteur, et avec ce père-là, c'était sans doute pas possible de faire autrement. Vous savez, on dit parfois que, ça vous avez dû le voir plein de fois dans votre cabinet, mais que parfois dans les familles, et moi je pense que de manière générale c'est un peu le rôle des écrivains des familles, il y a celui ou celle qui, à un moment donné, va casser la chaîne de répétition et va déposer par terre le mandat transgénérationnel qu'on lui a mis comme à tous les autres. Et peut-être qu'il y a un peu de ça, dans le fait d'aller chercher ce père-là, d'aller au fond l'obliger à réfléchir, à se remettre en cause, quoi qu'il arrive à avoir ce livre sous les yeux finalement. Et à quel moment justement de votre existence vous avez senti que vous étiez celui qui devait rompre cette chaîne de répétition familiale? Je sais pas si je l'ai vraiment senti, là je le verbalise comme ça, mais peut-être que c'était au début de l'écriture qu'il y avait un peu quelque chose comme ça, d'essayer de donner du sens à ça, d'essayer de... Alors non pas d'effacer tout ça, puisqu'on sait que ce sont des choses qui ne s'effacent pas, et puis on sait aussi que l'absence, la solitude, de ne pas avoir été là, c'est quelque chose qui ne se rattrape jamais, et qui laisse des failles éternelles chez ceux qui l'ont vécu. Pour autant, on peut essayer de transformer, on peut essayer de donner du sens, et c'est peut-être ça que je veux dire, aussi à travers ce livre-là. C'est qu'on peut faire quelque chose de ce réel-là, même s'il est abîmé. Il y a deux scènes qui m'ont beaucoup marqué et qui montrent le degré de persévérance chez cet enfant. Il regarde à la télé, son papa est chez Pivot, il présente un livre, et cet homme vit déjà avec une autre femme, il a 2 enfants. Et lorsque Pivot lui demande « Combien d'enfants avez-vous » qu'est-ce qu'il répond? 2. Donc en lisant ça, j'étais outré, je me suis dit « Pourquoi ? Comment vous expliquez cette scène ?» Je ne l'explique pas. J'explique pas du tout pourquoi est-ce qu'il a répondu ça. C'est terrible. Ah ouais. Mais et je dois vous avouer que en tant que lecteur, je dis « Mais... » j'aurais délaissé cet homme, c'est pas possible. Et cet enfant continue d'aller tenter. Alors, il y a une autre scène, c'est la Saint-Valentin. Ce papa, à nouveau, présente une émission de radio. Et là, le narrateur est déjà adolescent, il a 16 ans. Et il décide vraiment d'aller lui casser la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, parce que là, je me suis identifié, j'avais aussi envie de casser la gueule à cet homme. En fait, il est en train d'écouter le doc à la radio, qui n'est plus sur Fun Radio, mais sur une autre radio, qui est quelque chose qu'il fait régulièrement pour combler justement l'absence, ou peut-être parce que, au fond, il n'y a que ça qu'il a comme père, le doc, donc il écoute comme... Certains écoutent leur père parler au petit déjeuner, lui il écoute à la radio et il tombe sur une émission le jour de la Saint-Valentin effectivement. Et là il entend, je crois, un Valentin qui passe à l'antenne et son père lui souhaitait bonne Saint-Valentin et puis tous ces gens qui l'aident, qui
qui soutient. Et là, alors sans doute pris, en tout cas c'est comme ça que je l'ai raconté, dans le bouillon de l'adolescence, les hormones, bon, tout ce qui se mélange, cerveau en ébullition, il envoie un SMS abominable à ce père-là, où il lui dit des choses atroces, très très grande violence, et donc le père réagit très violemment aussi, il y a une grosse engueulade entre eux, et puis le père lui dit écoute viens à la radio, viens, on va parler. Donc il vient, et effectivement là il se retrouve au milieu du couloir devant tout le monde, et s'ensuit une scène très violente entre eux, où ils sont à deux doigts effectivement d'en venir aux mains, enfin en particulier le fils de... Oui, les narrateurs J'allais étaient dire très, de tuer son père, quoi. oui. Voilà. Et en fait, le téléphone sonne, et là, évidemment, comme toujours, hein, c'est une patiente qui appelle parce qu'elle a un problème. Et ensuite, il dit à son fils, écoute, on va parler. Le fait qu'ils disent on va parler, d'une certaine manière, fait un peu descendre voilà, la pression, et il se retrouve à parler. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le fils trouve sans doute une arme suprême pour faire cesser ce silence-là, qui est de lui parler de radio, en fait. De lui parler de radio, lui parler de ses émissions, lui parler du doc, du personnage, parce que c'est un père qui est passionné par ça, qui ne vit que pour ça, d'une certaine manière. Et donc, à partir de là, commence une relation entre eux, enfin, mais uniquement centrée sur la radio, et où plus rien d'autre dans leur histoire n'aura de place. Et c'est le début, peut-être, d'une relation possible entre eux. Alors, tout à l'heure, justement, vous avez évoqué la question du judaïsme, Spitz. Hein. Alors, on va parler. Qu'est-ce que vous avez pu, justement, à partir de cet échange, découvrir de l'histoire d'un homme qui a cette difficulté, cette incapacité, cette impossibilité presque d'assumer cette paternité? Qu'est-ce que vous apprenez sur son histoire? À partir de ce que j'apprends sur le judaïsme? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette famille qui se répète de génération en génération, où il y a un point commun entre le grand-père et le père, c'est qu'ils ne parlent pas. Ouais. Et vous savez que dans le sens étymologique, ne pas parler, c'est l'enfant qui ne parle pas. Ouais. Hein? Ouais. Allez-y. Alors, il va découvrir en fait que son grand-père, qu'il n'a vu que 2 fois en gros... Est-ce qu'on dévoile ou on laisse le suspense? Sur le secret? Oui, on laisse le suspense. On va pas le dévoiler. La seule chose que je vais dire, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose, un secret de famille, quelque chose de très très lourd, voilà, qui se transmet de génération en génération, qui part du grand-père, mais voire même d'avant l'arrière-grand-père. Un trauma, quelque chose de très, très violent, qui a comme cadenassé la parole, qui l'a empêché, et qui nous amène finalement au silence de ce père-là, et nous raconte comment le silence se transfère de génération. Et quelque chose de traumatisant, qui fait traumatisme, d'accord. Donc si vous, lecteur, vous voulez découvrir le secret de la famille de ce narrateur, est-ce que le père du narrateur, je dis narrateur parce que c'est quand même romancé, hein, est-ce que le père du narrateur a, je suppose, a eu connaissance de ce livre? Comment il a réagi? Est-ce que vous lui avez fait une dédicace? Et quelle a été cette dédicace? Alors, je ne lui ai pas fait de dédicace. Vous me faites déjà penser que je ne lui ai pas donné le livre. Mais il y a sans doute une raison à ça. Après, est-ce que je lui ai fait lire? Oui. Je lui ai envoyé le manuscrit, le dernier, avant les bons à tirer. Alors, je lui ai envoyé aussi parce que, d'une certaine manière, j'étais un peu obligé de le faire. Hein, parce que comme... alors, il n'y a pas son nom, mais le personnage public est identifiable, il fallait quand même... Et donc, il l'a lu. J'ai envie de vous dire que c'était un peu comme toujours. C'est-à-dire que ce qui s'est dit dans cette longue... On a eu une assez longue conversation téléphonique, quand même, d'1 heure. Ce qui était intéressant, c'est dans ce qui ne se disait pas, en fait. C'était les blancs, c'est toujours difficile. Ouais. J'ai senti une émotion chez lui, j'ai senti qu'il l'avait pris voilà, en pleine face, si je puis dire. Il ne m'a rien demandé d'effacer, rien demandé d'enlever, il a fait quelques commentaires. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que suivant les... ça c'est voilà, quand on fait lire aux proches,
ils ne réagissent pas du tout sur les mêmes... voilà, parfois on se dit... Moi je pensais qu'il allait réagir, vous voyez, sur la scène que vous avez racontée tout à l'heure de l'émission de télévision. Pas du tout. En fait, il a réagi sur une scène liée à son propre père, mon grand-père, où j'avais écrit, je crois, qu'il n'avait que 2 dents. Il m'a dit non, il avait un dentier. Donc il faut écrire qu'il a un dentier. Voilà, il y avait quelque chose autour des dents qu'on pourrait interpréter, mais qu'on ne fera pas ici. Voilà. Donc que vous dire, non, il n'a pas essayé de censurer, il n'a pas essayé voilà, c'est au moins quelque chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il vous laisse libre. Après, voilà, c'est dans ce qu'il ne s'est pas dit sans doute. Et vous savez, en fait, un livre, c'est pas la vie. C'est-à-dire, ça a du sens, c'est utile quand ça devient universel, j'espère, pour les lecteurs. Moi, c'est utile dans ma vie d'écrivain. Mais en soi, la vie intime, je veux dire, elle ne change pas par un livre. C'est ça qui est intéressant d'une certaine manière, c'est qu'un livre peut changer la vie de tous les autres, et ça je trouve ça extraordinaire. Parce qu'au moins si ça ne change pas la nôtre, ça peut changer celle des autres. Mais en soi, moi, ça n'a pas changé grand-chose, pour répondre à votre question. Est-ce qu'un fils sans mémoire, le titre de votre livre, aurait pu s'appeler Un fils sans nom ou l'absent? Pourquoi un fils sans mémoire? Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu? Un fils sans nous, l'absent. Alors l'absent, non, parce que justement il y avait ce que je vous disais tout à l'heure sur la démarche active. Et moi j'avais envie que ce soit un roman de fils. D'ailleurs ça peut être un roman de filles aussi, parce qu'il y a plein de filles qui vivent ça. C'est fille ou fils, c'est pour les hommes et les femmes. Donc j'avais envie de mettre en valeur cette démarche-là. Et aussi par ce titre rendre hommage au fait qu'il a pu devenir être un fils, être aussi un sujet, parce que même s'il y a beaucoup de place pour l'absent, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une mère, un grand frère, des gens qui sans doute sont moins romanesques que la célébrité, que l'absence, mais qui malgré tout étaient là. Et ça c'est important aussi. Donc je voulais aussi leur rendre hommage et raconter un peu cette présence-là qui paraît banale, mais qui est si importante du quotidien des mères, par exemple, souvent, malheureusement, et encore, seules, parce qu'on a beau dire, c'est souvent les pères qui partent, et voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc je voulais aussi raconter ça. C'est un fils sans mémoire de père, ça n'est pas un fils sans mémoire du reste. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu que le dessin à partir d'une photo, c'est un dessin à partir d'une photo floue, mais c'est pas pour rien, parce que c'est en fait la seule photo qui existe de mon enfance avec lui. Une photo floue. Photo étonnante. Photocopie de photo floue, c'est la seule chose qui existe. Donc sans mémoire, c'est ça, mais il y a quand même toute l'autre partie de la mémoire qui est là et qui est bien là, et qui sans doute aussi a permis d'écrire ce livre-là. Donc non, pas l'absent, il y a déjà beaucoup de place, l'absent reprend plus de titre du livre. Tout à l'heure, on a évoqué la place importante que votre grand frère occupait. Est-ce qu'il n'a pas été un petit peu jaloux que vous ne lui ayez pas consacré un livre? Alors, c'est une très bonne question, parce que on n'en avait jamais parlé directement ensemble, mais je sais que mon frère aîné avait été un peu vexé, parce que dans les 2 premiers romans, et en particulier Juliette de Saint-Tropez, qui parlait aussi de la famille, effectivement, il n'était pas dedans. Non, là, il a été... enfin, je ne vais pas dévoiler ce qu'il m'a dit, mais il a été très, très touché, voire sans doute plus, par la place qu'il a dans ce livre-là et par tout ce qui est écrit. Et non, là, ça l'a... Il est devenu papa aujourd'hui, les papas? Ah oui, j'allais dire, c'est un vieux papa. Il a 3 enfants. 3 enfants. Ouais. Alors, j'ai encore 2 questions à vous poser avant de passer la parole à Sandrine, parce que je suppose combien de personnes nous regardent, Sandrine? Je n'ai pas le chiffre, mais il y a du monde. Alors, j'ai encore 2 questions. Je suppose que vous avez entendu de la part de certains psychothérapeutes, certains psychanalystes, cette histoire de la paternité, puisque votre ouvrage aborde cette thématique, du déclin du père. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Aujourd'hui, s'il y a autant de violence, si les jeunes sont déboussolés, si les jeunes sont un petit peu en danger,
dans la transgression, etc., sans repère, puisque le mot père est dans repère. Donc on aborde beaucoup la question du déclin de la paternité, du déclin du père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi j'ai l'impression que ce déclin du père, je dis pas que c'est un effondrement qui a lieu depuis toujours d'une certaine manière. Je trouve pas ça particulièrement nouveau. Après, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire de la part des hommes sur qu'est-ce que c'est que d'être père, au-delà de ça même sur l'identité masculine. Je trouve qu'il y a beaucoup de paresse, et je me mets dedans, à ne pas réfléchir là-dessus. Il y a beaucoup de victimisation aussi, beaucoup de ah oui, mais alors c'est féministe qui nous attaque, elles disent ça, comme si finalement l'identité masculine, l'identité de père, c'était toujours être contre quelqu'un. Non, moi je crois qu'on peut être pour, qu'on peut être en positif. Je crois qu'il faut que les pères prennent leur place face à leur histoire, à leur souffrance, réfléchissent et qu'on sorte un peu de ces clichés finalement sur les hommes qui n'auraient pas d'émotion, n'iraient pas voir des psys. Non, je crois qu'il faut sortir de ça et que si déclin du père il y a, on peut l'enrayer et que ça passe par une vraie réflexion, une vraie remise en cause. Ça passe par effectivement d'arrêter de se plaindre, de prendre sa place, de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui d'être père en 2021 sans que ce soit, j'allais dire, un père complètement castré qui est comme une mère, parce qu'une mère c'est une mère, un père c'est un père, mais comment ce serait possible d'être père, d'être là, en même temps de vivre sa vie. Enfin, voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus pour que les pères puissent prendre leur place. Et je crois que dans la société aujourd'hui, ce serait extrêmement important, parce qu'effectivement, très 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 souvent, dans les histoires difficiles, vous voyez, je regardais là l'histoire de Nordal Lelandais, mais il y en a tant d'autres de ces histoires où finalement on voit, ah bah oui, mais il n'y a pas eu de père, ah bah oui, mais... donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une figure paternelle, qu'est-ce que c'est qu'une figure maternelle, comment ça structure, Enfin voilà, moi je serais plutôt dans une vision positive et pleine d'espoir pour peu que les hommes acceptent d'arrêter de se victimiser, de se battre, de réfléchir, d'avancer et voilà, de comprendre qu'ils ont une place là-dedans, qui est une vraie place, mais qui est une place peut-être à inventer. C'était pas mieux avant, hein, vous savez, les années 50, 60, même avant. Ils n'étaient pas là, hein. Moi, je veux dire, peut-être qu'ils étaient un peu plus en confiance, parce qu'effectivement, à l'époque, les femmes travaillaient moins, que c'était eux qui ramenaient l'argent et que du coup, ça leur donnait de confiance. Mais je veux dire, c'était pas pour autant des bons pères et des bons parents. Hein, c'était pas le cas. Vous écrivez à un moment donné que votre frère s'occupait de vous et que pour vous, l'image d'un homme changeant les couches d'un bébé, il n'y a rien de plus viril. Ben oui, je trouve. Oui. De même que je trouve ça très viril de voir, voilà, moi, par rapport à ce que des gens de ma famille ont pu me raconter de ce qu'ils ont pu vivre, moi je suis vraiment très heureux de voir qu'à la crèche, souvent, on n'est que des pères à amener les enfants. Et que c'est beaucoup plus égalitaire qu'avant, et que c'est normal, que ça fait partie maintenant que c'est plus quelque chose de dégradant. Oui, donc effectivement, je trouve que savoir plier une poussette, savoir changer des couches, il y a une forme de virilité là-dedans, mais vous voyez, ça va avec ce que je vous disais avant. C'est aussi peut-être une virilité à réinventer qui ne serait pas qu'une virilité caricaturale, on boit de la bière, on regarde le foot et on s'en fout de nos gosses. On peut être un bon père, un bon papa, aller à la crèche et en même temps regarder le foot. Enfin, c'est sortir un peu de ces clichés-là et réinventer la virilité de la même manière que beaucoup de femmes aujourd'hui réinventent la féminité, travaillent, réfléchissent, écrivent. Je trouve que ça devrait faire partie aussi du débat et qu'on trouve, voilà, même dans nos librairies, je trouve que les hommes n'écrivent pas beaucoup quand même sur l'identité masculine. On ne lit pas grand-chose là-dessus, je trouve ça vraiment dommage. Je vais le faire. Finalement, donc, cette histoire qui vous a tellement touché a servi de leçon, parce qu'à partir d'un vécu, hein, vous avez éprouvé vraiment
dans votre propre chair, dans votre propre sang, l'importance de ce que c'est que d'être père et d'avoir un père. Donc ma dernière question, aujourd'hui vous êtes donc psychothérapeute, vous accueillez des adolescents et des enfants. À partir de cette expérience, lorsque vous êtes confronté à ce type de situation, lorsque les enfants viennent avec la maman, c'est très souvent comme ça, qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter ? Alors, vous savez qu'on travaille sur la singularité absolue, donc j'ai toujours du mal à faire d'être un peu général là-dessus, mais je dirais que... alors, je sais pas, je pense que ça doit s'expliquer sans doute, peut-être d'un point de vue inconscient, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de situations quand même de gens qui viennent me voir, qui ont un peu vécu la même chose que ça, c'est-à-dire des divorces ou des séparations très violentes, où l'enfant se retrouve otage du couple. Donc moi, ce que je peux leur apporter dans ces cas-là, c'est que j'essaie de remettre un peu chacun à sa place, de travailler avec l'enfant sur le fait que c'est pas de sa faute ce qui arrive, de remettre les adultes à leur place, de travailler avec les parents pour qu'ils puissent mettre à distance un peu le couple et protéger l'enfant. Voilà, je fais tout un travail comme ça pour que l'enfant puisse redevenir un peu sujet de sa vie et pas victime d'une histoire qu'il n'a pas choisie. Mais vous savez, très souvent, et vous le savez parce que vous faites ce métier-là aussi, on réalise au fond que faire la thérapie de l'enfant, alors c'est moins le cas avec l'adolescent, mais faire la thérapie de l'enfant très souvent renvoie à faire la thérapie des parents, voire à les envoyer eux-mêmes en thérapie, parce que c'est de ce côté-là que ça se joue, et qu'au fond, le pauvre enfant, si les parents ne travaillent pas sur eux, moi je dis très souvent ça, hein. Moi ça m'arrive même de dire aux parents, moi vous savez, vous pouvez m'envoyer votre enfant toutes les semaines, ça va vous coûter de l'argent, mais ça ne servira pas à grand chose, parce que tant que vous n'allez pas vous remettre en cause, vous, réfléchir, changer un certain nombre de choses, ça n'ira pas mieux, puisque au fond, on est les modèles de nos enfants, hein. Donc quand ils ont ça sous les yeux tous les jours, c'est compliqué pour eux. Donc c'est aux parents de travailler sur eux aussi. Donc déculpabiliser l'enfant et de le remettre à sa place. C'est ça. D'accord. Je voudrais savoir, Sandrine, est-ce qu'il y a eu des questions ? Non, pas pour le moment, mais bon, j'en profite pour dire que s'il reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'en avais une par rapport à l'écriture. Moi j'ai été très... Les scènes, les tête-à-tête entre cet enfant et son père, avec la communication qui passe pas, on sent vraiment l'atmosphère parfois dans la voiture à un moment. Pour raconter ces scènes-là, comment on fait pour les raconter ? Est-ce que on se remet dans l'émotion du moment et on écrit des choses qui ne sont pas forcément la vérité, mais qui vont rendre ce qui s'est passé ? Ou est-ce que c'est des souvenirs ? Comment ça revient en tête de façon aussi précise ? Ou comment on arrive à produire cet effet ? Comment ça se... En écrivant, et on en revient sur la discussion avec Caroline Laurent, mon éditrice, mais en écrivant à hauteur d'enfant, en fait, en se reconnectant le plus intimement possible avec cet enfant-là. Donc ça va être des images, des couleurs, des odeurs, en essayant de se dégager complètement des récits familiaux qu'on a pu entendre, hein. Parce qu'évidemment, voilà, la mère a son histoire, le père a son histoire, chacun... Mais là, je voulais vraiment redevenir complètement cet enfant-là. Alors l'avantage que j'ai, c'est qu'avec le métier que je fais, je suis avec beaucoup d'enfants aussi, donc je n'ai pas oublié quoi, ce que c'était. Mais ça vaut sans doute pour beaucoup de gens, c'est important de ne pas oublier l'enfant ou l'adolescent qu'on était. Et donc c'est ça, c'est typiquement les scènes de silence dont vous parlez, notamment dans la voiture, ça partait d'une odeur de cigarette. D'accord. Voilà. L'odeur de sa cigarette et l'odeur de l'habitacle neuf de la voiture américaine, quoi. Et à partir de là, d'une certaine manière, la mémoire se déroule et tout revient, et c'est d'essayer d'attraper la source et les gouttes d'eau et de les poser, d'en faire des mots, d'écrire et d'essayer de ne pas dénaturer ça, de ne pas abîmer ça et d'être au plus près de la parole de l'enfant. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et le fait d'écrire cette histoire, ça vous l'a fait revivre différemment ? Ou tout était déjà un peu... Vous saviez déjà un peu ce que vous alliez retrouver en la racontant en fait ? Vous avez des surprises un peu ? Moi c'est vrai que, j'allais dire pour moi, ça fait un petit moment, même si rien n'est jamais réglé complètement, mais que j'ai un peu digéré ça, parce que c'est vrai que étant moi-même psy, voilà, j'ai fait un travail,
Mais sans doute qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé là pour que ça devienne un peu littérature ou roman, ou, qui était l'idée de la transmettre. Donc forcément, oui, je l'ai revécu en l'écrivant. J'ai sans doute découvert des choses que j'avais oubliées, mais ça c'est le travail sur la mémoire, l'inconscient, qu'est-ce qui... Et puis il y a de l'inexplicable aussi, il y a beaucoup d'inexplicables là-dedans. C'est-à-dire que parfois vous écrivez et puis quand vous relisez le lendemain, une semaine après, vous vous souvenez absolument pas avoir écrit ça, vous ne savez pas qui l'a écrit. D'ailleurs, en fait, c'est ça la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand j'arrive pas du tout à relire mes livres, ce qui est plutôt bien, je pense, parce que je suis pas complètement égocentrique, ce serait un peu triste, mais quand je lis des extraits, par exemple, parce qu'on me demande dans les librairies, et je suis très surpris, quoi. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression que c'est moi qui fais ça. Ce qui veut dire que ça m'a échappé, c'est fini. Maintenant, l'idée, c'est de le transmettre. Et d'une certaine manière, moi, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Et dans l'accueil qui a été réservé au livre, ou des questions qu'on a pu poser, qu'est-ce qui vous a étonné dans les retours qu'on vous a fait? Ce qui m'a étonné, c'est comment vous avez réussi à lui pardonner. C'est incroyable que vous ayez réussi à lui pardonner. C'est fou, quoi. Moi, j'aurais pas pu, un peu ce que vous avez dit aussi, mais ça m'a fait voir les choses différemment, effectivement. C'était intéressant comme retour d'entendre ça. Après, moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui me parlent de leur histoire à travers le livre, et surtout qui m'envoient leurs textes. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient leurs textes. Ça, je trouve ça fascinant. C'est les gens qui, tout d'un coup, m'écrivent « Ah, mais j'ai lu votre livre, c'est incroyable ». Et en fait, ils ne parlent pas du tout de votre livre, ils parlent de leur histoire, mais c'est très bien. Et là, ils écrivent, et ils envoient. Ah oui, du coup, je vais écrire un livre. Ah bah super, du coup, j'ai écrit ça et je l'ai jamais montré à personne. Et ça, je trouve ça... Et de déclencher cette ça, je trouve ça extraordinaire. C'est fascinant. Je pense que ce serait important aussi, si vous aviez la possibilité, d'écrire un livre s'adressant directement aux jeunes. Un petit livre dans la collection du Chante-Livre, vous voyez, cette collection pour adolescents, pour enfants, parce que... Sur ce sujet-là? Sur cette thématique-là, parce que je pense que chaque parent rencontrant des situations différentes ou ce type de situation, lorsqu'on demande le conseil à une libraire, etc., on dit tiens, il y a un livre qui s'adresse à votre adolescent. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense. Vous avez raison. Merci pour les droits d'auteur. Et alors, il y a d'autres questions? Non, alors, pour conclure, je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur. Je voudrais vous dire que vous avez l'âge d'être mon fils. J'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. J'ai un garçon de 38 ans et une fille de 35 ans. Et je sais que quelqu'un vous a fait un compliment qui a dû vous toucher. C'est que cette personne disait qu'elle serait ravie d'avoir un enfant comme vous. Et moi aussi, je pense que je serais ravie d'avoir un enfant comme vous. Je ne sais plus qui a dit ça, mais merci. J'ai vu ça sur Internet et j'espère que votre père est fier de vous. Merci Valentin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Valentin, merci Paolo. Et puis bonne lecture pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu le livre et qui auront envie de le découvrir. Et venez à la librairie. Voilà, c'est ça, bien sûr. Achetez. 30 000 exemplaires à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et c'est là le moment critique.